Bonjour à tous mes chers auditores. Alors, après une brève introduction de la motivation dans l'épisode de reprise, donc le nouveau de 2022, donc le numéro 124, aujourd'hui on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet de cette nouvelle série qui je pense n'aura jamais de fin vu toute l'étendue du sujet. Je veux parler de la motivation. Alors la motivation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelles sont les différentes formes et surtout comment la mettre à notre service. Autant de réponses qu'on va trouver à toutes ces questions au cours de tous ces épisodes. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 125e épisode d'Electron Penseur. Bien, aujourd'hui on va parler de la motivation intrinsèque. Alors la motivation intrinsèque, qu'est-ce que c'est que cette espèce de Pokémon hybride ? Comment ça, la motivation, c'est pas un seul grand truc qu'on peut un peu tout fourrer dedans ? Eh bien non, en fait pas du tout. En fait il existe des tas de motivations qui sont aussi diverses que variées, qui peuvent dépendre de l'action à faire, du contexte, de la personne, du gain, du risque, voilà vraiment de plein de choses. Mais aujourd'hui, on va parler des deux grands penchants de la motivation, à savoir la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Alors du coup, pourquoi c'est les deux grands penchants ? Parce qu'on va dire qu'après, toutes les autres motivations, elles se trouvent toujours soit plutôt dans l'une, soit plutôt dans l'autre, soit plutôt à la croisée, mais en gros, tu vois, c'est un peu les deux grandes entités, quoi. Donc là, du coup, intrinsèque, extrinsèque, si tu es déjà un tout petit peu curieux, en étymologie, tu as déjà capté. En gros, intra, c'est à l'intérieur et extrinsèque, extra, c'est à l'extérieur. Et sec, ça veut juste dire soi. Donc, la motivation, en gros, la motivation intrinsèque, c'est la motivation qui vient de l'intérieur. Et la motivation extrinsèque, la motivation qui vient de l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Parce que, encore une fois, c'est des termes compliqués qui, finalement, en gros, on peut en parler d'une manière, finalement, qui est très simple à comprendre. C'est un peu souvent ça, que ce soit en psychologie, en sociologie, en dev perso ou autre. On a un peu souvent tendance, tu vois, un peu... tu sais, c'est comme la PNL, tu vois. Alors que la PNL, il suffit juste de dire que c'est... Tu te sers de tes capacités d'adaptation ou de répétition, tu vois. Juste un truc comme ça. En gros, tu vois quelque chose, tu limites, tu as le même résultat. Juste ça, et non, on te balance des programmations neurolinguistiques, tu vois. Et donc, du coup, là, c'est exactement la même chose. En gros, c'est juste de se dire... Motivation intrinsèque, c'est la motivation qui vient de l'intérieur de toi, et motivation extrinsèque, c'est qui vient d'un élément extérieur. Bien, du coup, cette petite aparté fait, rentrons dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit, on a commencé aujourd'hui par la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, comme je l'ai dit, c'est donc la motivation qui vient de l'extérieur. Génial, de l'extérieur, nous voilà bien avancés. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, laisse-moi te simplifier tout ça par une seule petite expression bien connue, la carotte et le bâton. Alors, si tu as jamais entendu cette expression, déjà c'est bizarre que tu ne l'aies pas entendue. Et ensuite, je vais la détailler quand même un petit peu, au cas où tu commences à penser à des tendances sexuelles déviantes, à une fable sans beaucoup d'action ou à de la violence potagère. En gros, la carotte et le bâton, c'est les deux outils ancestraux utilisés pour faire avancer l'animal le plus têtu et le moins motivé du monde, la mule. Ou l'âne, pour les darwinismes là-bas au fond, qui vont dire oui, mais la mule, c'est une espèce inventée, ça n'existe pas dans la nature. Ouais, la mule, l'âne, bref, vous avez compris. Tu as compris, pardon. Sinon, il faut que j'arrive à me remettre au vouvoiement, au tutoiement, c'est la reprise, il faut que je me remette dedans. Alors en gros, la carotte, elle est brandie devant l'animal pour le faire avancer à la poursuite vaine de son repas. Tu sais, en gros, voilà, tu accroches la carotte à 10 cm de son visage, accroché avec une ficelle ou autre. Au fur et à mesure où il avance, il se rapproche pas pour autant de la carotte, mais ça le fait avancer. Et le bâton, c'est pour frapper l'animal. Alors attention, c'est une image d'Épinal, s'il vous plaît. Si j'ai peur, n'essayez pas d'enfoncer la porte de ma maison. En gros, voilà, le but c'est de frapper l'animal pour le faire avancer, parce qu'il va vite comprendre que si tu le frappes déjà, lui va essayer de s'en aller, parce que comme tout organisme, il craint la douleur, la souffrance. Et s'il se rend compte qu'au fur et à mesure où il avance, on arrête de lui taper dessus, du coup il va avancer par crainte qu'on lui tape dessus. Donc du coup, en gros, voilà les deux angles de la motivation
extrinsèque, un élément extérieur qui nourrit la motivation à l'action, seulement par l'appât du gain ou par la crainte du châtiment. Et finalement, quand on y regarde bien, la société tout entière, elle est basée sur ce concept-là de motivation extrinsèque. S'il n'y avait pas ça, on passerait nos journées allongées dans l'herbe à regarder les nuages. Alors, petit aparté, si vous écoutez cet épisode en 2452, l'herbe c'était un truc vert qui gratte et les nuages, ils n'ont pas toujours ressemblé à des gros champignons orange. Bref, finalement, en gros, la motivation extrinsèque à travers l'image de la carotte et du bâton, c'est elle en gros qui maintient en place la société. Je m'explique. La carotte, tu peux avoir, en gros, on se lève pour aller travailler pour l'argent. On fait la queue au supermarché pour pouvoir manger. On travaille dur pour avoir une augmentation. On est sérieux à l'école pour avoir un beau métier. On fait des compromis avec sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis pour garder une espèce de stabilité sociale. On fait des courbettes en politique pour avoir plus de pouvoir, etc., etc. En gros, si tu as bien écouté mes dernières phrases, elles sont toutes basées sur le même modèle, un verbe d'action suivi de pour quelque chose, et après ce pour, le gain ou la récompense. Maintenant, le bâton. Le bâton, finalement, on respecte la loi pour pas avoir des amendes, on se bat pas pour pas finir en prison, on est calme en classe pour pas être puni, on est docile pour pas contrarier son chef, on fait attention à son alimentation pour pas devenir gros, et on fait attention à son argent pour ne pas finir pauvre, etc., etc. C'est encore pareil. Et là, c'est pareil, on a une espèce de, tu vois déjà, on a une espèce de modèle lexical, tu vois, où en gros, c'est un verbe d'état. Cette fois-ci, c'est plus d'action, c'est pas faire quelque chose pour, c'est en gros rester ou ne pas faire, tu vois, c'est être calme, docile, faire, être. Donc du coup, voilà, une espèce de verbe d'état, avec derrière pour ne pas, donc tu vois, c'est la crainte, et derrière une sanction ou voilà un truc négatif. Et donc finalement, on vit en permanence sous la contrainte constante de la société. Donc du coup, voilà, avec la carotte de ce qu'elle nous fait plus ou moins miroiter, et le bâton de ce qu'elle nous fait craindre. Et dans un sens, en gros, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, c'est même ce qui fait l'essence même de la société. Finalement, des individus qui s'imposent les mêmes contraintes, des devoirs ou des obligations, à tous, qui sont rédigés dans ce qu'on appelle les lois, et pour créer ce qu'on appelle la justice. Parce que sans ça, ce serait vraiment, vraiment l'anarchie. Parce qu'en gros, c'est ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de la motivation extrinsèque. C'est qu'en gros, c'est un élément extérieur, donc qui peut être une carotte ou un bâton, qui en fait a un très grand impact sur le déclenchement de l'action. Voilà, ça peut te pousser viscéralement, alors que tu veux rester couché, à t'arracher de ton lit, ou à t'arracher de ta famille, de ton foyer ou autre. Tu vois, un truc viscéral. Mais en contrepartie, c'est une motivation où dès que l'élément motivateur, l'élément déclencheur, il disparaît, la motivation, elle disparaît avec lui. Et il suffit de voir dans quel état tu te retrouves une classe si le professeur il s'absente de juste 10 minutes. Parce que finalement, privé de la contrainte qui est l'autorité du prof et de la menace de la punition, et finalement, en fait, il n'y a plus rien qui motive l'élève à rester sage. Pour te montrer, en fait, voilà, il n'a pas de motivation à être bien assis, à écouter, à lever la main, à être sage et tout ça. C'est pas une espèce de motivation que tu développes, tu vois, d'être en parenthèse docile. Et donc, du coup, c'est bien une motivation extrinsèque dans le sens où, si t'es calme en classe, c'est juste parce que voilà, t'as toujours la contrainte de, si je suis calme et sage, j'aurai des bonnes notes, tu vois, la carotte, ou au contraire, si jamais je me mets à faire n'importe quoi, je vais me prendre une sanction ou autre, le bâton. Et donc du coup, tu vois, pour te montrer, tu vois, un exemple tout simple. Et comme je te l'ai dit, en gros, pour moi, je pense que la motivation extrinsèque tient la société, et cela surtout grâce à deux grands piliers que sont l'argent et la force. Ce qui, je pense, sont les deux plus grandes carottes et bâtons qui maintiennent la société ensemble. En gros, si demain, il n'y avait plus d'argent, faut pas se mentir, une immense partie des gens n'y retourneraient pas dès le lendemain. Les magasins ils seraient pillés et chacun il se replierait sur lui-même parce que en gros ses possessions matérielles ce serait la seule chose qu'il possède encore de concret et pour laquelle il serait prêt à se battre. En fait la société elle repose, surtout la nôtre, elle repose par définition sur le travail et le rôle que chacun a au cœur de cette société. Et donc du coup cette société elle sombrerait instantanément si les gens qui travaillent pour l'argent, c'est-à-dire on va pas se mentir, une bonne partie, 90% même plus, à part les quelques artisans un peu chanceux
qui bossent vraiment, même si tu les payais pas et continuent à faire leur truc, tout le monde quasiment s'arrêterait de bosser. C'est-à-dire plus de nourriture, plus de transport, plus de sécurité, plus d'électricité, plus d'eau, plus de soins, etc., etc. Donc du coup, tu vois bien qu'en gros, c'est une carotte, l'argent, dans le sens où si il y a plein de gens qui se lèvent, tout le monde se lève tous les jours pour accomplir des tâches, pour faire des missions, des trucs, cocher des objectifs, déplacer des sacs de sable, bref, plein de choses. Et donc du coup, si demain en fait tu enlevais le principal moteur qui est l'argent, donc là je parle pas d'une crainte, je parle du moteur, tu vois, la carotte, et ben du coup il y a une bonne partie des gens qui arrêteraient et la société elle s'écroulerait sur elle-même parce que il y a personne pour la faire fonctionner, tout simplement. Le deuxième pilier, comme je te l'ai dit, c'est la force. En gros, c'est parce que qu'est-ce qui fait régner la justice? Eh ben, c'est les portes qui sont défoncées à 6h du matin par les flics. C'est les interpellations de braquage à armes armées. C'est les mecs en treillis qui protègent les civils de mecs avec des machettes pas contents. En gros, c'est le maintien de l'ordre. C'est le bâton. C'est ce qui, en gros, je pense que ça, c'est ce qui protège aussi la société. Alors, le bâton, il n'est pas forcément physique. T'as pas forcément besoin de tabasser un homme pour le punir. En gros, le priver de la liberté de voyager, de bouger ou d'aller au restaurant pendant des années, comprend par ici prison, bah du coup, c'est déjà aussi un coup de bateau en soi. Et donc du coup, si demain il n'y avait plus cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de chacun de nous, alors chacun se transformerait en espèce de petit Attila. Parce qu'en gros, comme plus personne ne ferait confiance à personne, puisque tout serait permis, je pense que le meilleur exemple d'ailleurs c'est sur ce concept même que c'est basé tous les films de la purge, c'est de se dire que voilà, pendant une nuit ou 24 heures, une nuit je crois, tu peux faire ce que tu veux, donc voilà, t'as plus de contraintes et surtout ils insistent bien, tout ce qui se passera pendant la purge ne sera pas puni, donc du coup tu t'enlèves cette épée de Damoclès, tu t'enlèves le bâton et donc du coup bah alors là tu peux faire ce que tu veux, tu peux voler, violer, tuer, brûler, détruire tout ce que tu veux, puisque de toute façon en gros, il y a plus de, t'as plus de bâton en gros pour te contrôler. Donc du coup, en fait, là, c'est l'inverse. Je pense qu'en gros, la carotte, c'est une motivation à l'action. Tu vois, une motivation intrinsèque à l'action, alors que le bâton, c'est une motivation extrinsèque à l'inaction. Tu vois, en gros, c'est ne fais pas ça parce que sinon il va t'arriver ça, ne fais pas ça parce que sinon c'est, tu vois, pour reprendre le même exemple que la forme de phrase que j'avais présentée tout à l'heure, c'était toujours ne pas, tu vois. Il faut pas faire ça, sinon tu vas, ou alors il faut faire ça pour ne pas, etc. Et donc du coup, voilà, en fait je pense que c'est les deux grands bâtons et carottes qui tiennent la société ensemble, comme quoi finalement la motivation extrinsèque, on a beau lui trouver un peu, comme je t'ai dit, des mauvais côtés, dans le sens où la principale critique c'est de se dire que si tu te motives pour quelque chose à cause de quelque chose, donc voilà, parce que tu as la contrainte ou parce que tu n'as pas du gain de quelque chose, le jour où cette chose elle disparaît, mais en fait ta motivation elle disparaît avec quoi. Donc du coup là je t'ai montré les deux exemples les plus frappants où tu vois la motivation extrinsèque elle est nécessaire parce que finalement en gros la carotte et le bâton c'est ce qui nous a aussi appris à lire, à écrire, à marcher, à être bien élevé, à pouvoir avoir des rêves d'une vie meilleure et vivre sans la crainte de se faire égorger à tout moment par ton voisin. Mais en gros là où ça devient vraiment redoutable comme je te l'ai dit, c'est qu'en gros la motivation extrinsèque quand elle rentre dans les choses du quotidien. Parce que comme je te dis, voilà, la société en elle-même, elle en a besoin, et finalement je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais là où ça devient redoutable, c'est quand la motivation extrinsèque, elle rentre dans les choses du quotidien, comme faire du sport, lire, apprendre, rencontrer des gens, avoir des nouvelles expériences. En gros, tu te dis que ça, si tu fais le bilan un peu de toi, de la plupart d'entre nous même, on est nombreux à avoir arrêté quand la contrainte de l'école elle a disparu. Tu vois, par exemple, de faire du sport, de lire, d'apprendre, d'aller rencontrer des gens, et ça naturellement. C'est des trucs en gros que l'école te forçait à faire ou te poussait à faire. Et donc du coup, voilà, c'était l'école en gros qui servait de motivation extrinsèque dans le sens où t'étais obligé de faire du sport si tu voulais pas prendre une bulle, t'étais obligé d'apprendre à lire si tu voulais pas avoir ton bac. Voilà, en gros, c'est l'école qui a poussé. Et le jour où l'école a disparu, donc le jour là où tu as eu ton bac ou où tu es sorti du système scolaire, et du coup là tu as arrêté de lire, tu as arrêté d'apprendre et tout ça parce que en gros tu n'avais plus cette contrainte là. Et en gros c'est ça le vrai problème de la motivation extrinsèque, c'est que c'est un super catalyseur, mais c'est un catalyseur, c'est-à-dire qu'il est là pour provoquer quelque chose, mais dès l'instant où il n'est plus là, il ne se passe plus rien quoi. Alors, autant
Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est autant de choses comme par exemple, tu vois, faire du sport, lire, apprendre, voir des gens ou autre, c'est des choses qui en gros pourraient nous nourrir au quotidien et faire de nous une personne meilleure, une personne plus forte, plus sage, plus intelligente. Bref, c'est des choses quand même qui se refusent pas. Et en gros voilà, c'est de se dire que c'est pas un truc négatif, tu vois, c'est pas genre quoi si t'es par exemple t'es dans une école religieuse et que par exemple t'avais l'habitude de prier ça tous les jours ou de faire une espèce de certain rituel que t'es sont jamais, je sais pas si ça existe encore les écoles militaires ou un truc comme ça pour un lever de drapeau. Bon, après à moins que tu en trouves un sens à toi-même, mais bon, peut-être faire un lever de drapeau dans ton jardin tous les jours, ça a peut-être plus vraiment de sens quand tu sors de l'école. Et donc du coup voilà, mais il y a quand même plein d'éléments où en gros on a été poussé à les faire quand on était forcé à cause de la motivation extrinsèque. Et donc du coup voilà en gros qui finalement comme il n'y a plus cette espèce de catalyseur, comme il n'y a plus cette carotte ou ce bâton, du coup, on ne les développe plus alors qu'on y perd, en fait, finalement, à pas les développer. Voilà donc, du coup, pour cette présentation globale de la motivation extrinsèque. Alors certes, de mon propre aveu, c'est un peu superficiel comme approche, mais encore une fois, comme je te l'ai dit, le sujet est tellement vague que on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et en gros, c'est pour ça que je voulais insister avec toi sur le concept de base, tu vois, vraiment. Après, tu vois qu'en gros, tout se base sur ce concept de motivation extrinsèque, intrinsèque, comme ça, tu sais, c'est les origines, quoi, tu sais d'où elles viennent. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait avoir des bases communes, quitte à faire une espèce d'épisode qui fait maintenant quasiment quand même 20 minutes, du coup pour bien entériner les bases pour qu'on parte tous du même socle. Alors du coup la semaine prochaine je te parlerai donc tout naturellement de la motivation intrinsèque et dans les prochains épisodes de la mise en application de l'une et de l'autre des motivations, du lien possible entre les deux types de motivation, on voit qu'elles ne s'opposent pas forcément, du lien entre la motivation et l'action. Tu vas voir qu'en gros c'est pas forcément c'est pas unilatéral. En gros la motivation crée l'action, mais l'action peut aussi créer la motivation, spoiler. Le tout avec très certainement des invités, bref tout un programme. Alors en gros tellement un programme que je pense qu'en gros je vais faire un peu comme les 12 lois de la gestion du temps, où en gros finalement si tu me suis tu vois qu'en gros c'est une série qui s'étend sur très longtemps, sur des mois, enfin, maintenant des années. Mais la différence, c'est qu'en gros, cette série sur la motivation, elle n'aura pas de fin, dans le sens où les 12 lois de la gestion du temps, tu sais qu'il y en aura 12, donc tu vois, c'est un décompte jusqu'à 12. Mais en gros, là, je pense que ce sera plus, en gros, des espèces de pierres à édifice, tu vois, genre l'épisode 1, 2, 3, et ainsi de suite, sans vraiment de fin, parce que je pense qu'il y aura toujours des choses à dire, et même si toi, tu as des choses à dire, ou un concept, ou une vision de la motivation, n'hésite pas à venir m'en parler, encore une fois, par mail, Insta, Facebook, tout ça, tu connais. Du coup, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!